Bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, l'émission du jeudi, avec ce soir un plateau bien rempli, complètement rempli d'ailleurs, avec fidèle au poste à mes côtés Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous nous présenterez notamment les rendez-vous sportifs du week-end, et puis on accueille deux nouveaux chroniqueurs. Un tout nouveau, c'est Baptiste Brossard. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Aurélien. Notre nouvel expert football, et un retour, puisqu'il y a quelques années il avait déjà occupé ce poste, un nouvel expert cyclisme, c'est Simon Filippo. Bonsoir Simon. Bonsoir Aurélien. On fera notamment le bilan de cette saison 2023 de cyclisme. Et donc Baptiste, vous allez pouvoir échanger avec nos invités, nos trois invités du Vendée Poiré Football. On accueille le président Jean-Yves Cugnot. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. L'entraîneur, le coach de l'équipe de National 3 et responsable des seniors, Rabi Zerwal. Bonsoir Rabi. Bonsoir. Et puis le capitaine de cette équipe de N3, Salimou Touré. Bonsoir. Bonsoir. On reviendra avec vous sur ce début de championnat de National 3, sur la Coupe de France également, puisque vous êtes toujours en liste. Le tirage au sort des 7e et 8e tours a eu lieu cette semaine. Mais avant cela, avant de parler football, Alexandre, un mot de voile et de la Transat Jacques Vabre. On attend toujours ce départ pour les IMOCA. Et oui, vous le savez, le départ qui était programmé dimanche dernier a été modifié. Les IMOCA sont restés à quai au port du Havre et le sont toujours. Certains skippers ont d'ailleurs passé la nuit dernière sur leur bateau. Navigants et techniciens ont veillé à tour de rôle sur leurs embarcations lors du passage de la tempête Kiaran. L'hypothèse principale à l'étude restait celle d'un départ dimanche pour les 40 équipages IMOCA, mais on l'a appris dans la soirée de ce jeudi, pas de départ dimanche et pas de départ avant lundi inclus, et ce en raison des conditions météo encore trop mauvaises. La piste privilégiée est désormais un départ la semaine prochaine, mardi 7 novembre en tout début de matinée, mais rien d'officiel encore, cela reste à l'étude. Et puis l'organisation l'écrit ce soir, l'option privilégiée pour le parcours serait une route directe vers la Martinique. Enfin, concernant les deux classes qui ont fait escale à Lorient, les classes 40 et les Ocean 50, pas de départ envisagé avant au moins lundi. On ne manquera pas en tout cas de vous tenir informé dans les journaux d'information de TV Vendée. Allez, on parle football avec vous, Baptiste, avant de s'intéresser à nos invités du Vendée Poiré Football. L'autre info du jour, c'est des annulations de matchs pour ce week-end. On l'a pris cet après-midi de la part de la Ligue de Pays de la Loire de football. L'ensemble des rencontres sur le territoire sont annulées, également donc, sur tous les districts, ce qui fait qu'en particulier en Vendée, ça va faire le second week-end où les équipes de district ne vont pas jouer. En particulier par exemple pour les équipes du Poiré, je pense les équipes D3 et D5, et donc pas de rencontre ce week-end sur la Ligue. Par contre, en revanche, nos invités, la N3, la N2 et également la D3 féminine sont maintenus. D'accord, on est tout ce qui est niveau national, géré par la fédération. Pour l'instant, les rencontres sont maintenues, sauf arrêté municipal. On en parlera tout à l'heure avec vous, Alexandre. Donc normalement devrait avoir lieu l'affiche du week-end en National 2, le derby vendéen entre La Roche et les Herbiers. À l'heure actuelle, normalement, la rencontre devrait avoir lieu et c'est la rencontre du week-end. Pour ma première, le calendrier m'a fait un peu le travail. C'est la rencontre qui attise un peu la curiosité au vu du début de saison des deux équipes. C'est également une curiosité parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu un duel vendéen à ce niveau en National 2. Et donc on retrouve deux équipes qui se situent en haut de tableau. La Rejournée Football première qui effectue un très très bon début de saison. Le coach en parlait, il n'espérait pas être à ce niveau de tableau après 6 journées. Et en face, les Herbiers qui est rompu au joutes de National 2, qui fait un début de saison plus que correct et qui est là où elle veut être parmi les prétendants pour pourquoi pas jouer la montée en fin de saison. C'est donc un duel qui est plutôt attendu et qui normalement devrait rassembler pas mal de personnes au stade Henri Desgranges demain soir. Donc ça, le match est à 19h ce vendredi, sauf annulation en raison de la météo. Alors, sur quoi on peut s'attarder sur cette rencontre? Qu'est-ce qui va être intéressant à suivre? Ce qui peut être intéressant à suivre, et je pense que Rabi pourra le confirmer, c'est le duel tactique entre les deux équipes. On l'a vu en particulier sur la dernière journée où les Herbiers ont reçu Saint-Privé-Saint-Hilaire et où La Roche s'est déplacée à Bergerac. On a vu deux équipes très très bien en place, dont les Herbiers, malgré avoir été menés 2-0, qui sont revenus à 2-2 et auraient même pu l'emporter. La Roche qui se déplaçait à Bergerac, qui fait partie clairement des favoris, à mener au score et aurait très bien pu repartir également avec les 3 points. Donc c'est un duel tactique entre deux coachs aussi référencés à ce niveau-là, Laurent David et Frédéric Reculot. Donc on peut s'attendre à une rencontre plutôt sûrement fermée, mais avec des choses très intéressantes à suivre.
On va peut-être regarder le classement de cette poule de National 2. On sait que c'est une saison particulière, avec notamment beaucoup de descentes. Regarder devant, mais aussi regarder derrière, parce qu'il peut y avoir 6 descentes. Le moins bon 9e des 4 poules de National 2 descendra. Et donc à l'heure actuelle, si on regarde bien, La Roche qui est première n'a que 6 points d'avance sur le premier relégable qui est Saumur. Donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça également que la rencontre de demain soir peut être intéressante comptablement pour ces deux équipes. C'est mine de rien s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation. Alors, autre événement de la semaine, c'est le tirage de la Coupe de France. Alors, tirage du 7e et 8e tour pour les hommes, mais il y avait aussi le tirage au sort de la Coupe de France féminine. Et effectivement, oui, la Coupe de France féminine avec encore 3 représentants vendéens. La Roche Vendée Football qui recevra Orvaux, donc 2 équipes de R1. Les Herbiers qui se déplaceront à Limoges. Et enfin, l'ESO, donc en D3 féminine, se déplacera à Gradignan, dans la banlieue bordelaise, une équipe de régionale. Donc potentiellement retrouver nos 3 équipes vendéennes au tour suivant. Ça sera le premier tour fédéral. Ouais. Et donc, chez les hommes, 7e tour. Là, on a encore 4 représentants, dont nos invités du Poiret. Et on en parlait en off, un petit coup de gueule sur le tirage, entre guillemets, où les poules nous ont offert des équipes vendéennes dispatchées dans différentes poules. Donc ce qui faisait qu'il y avait une probabilité très très faible de retrouver des derbies. C'est dommage, ça contribue pas forcément à la magie de la coupe, mais on retrouve quand même de très belles affiches, avec en particulier les Herbiers qui vont recevoir une nationale à Vranches, très connue pour ses parcours également. Les Herbiers également, on ne les présente plus par rapport à cette compétition. Derrière, va y avoir du pain sur la planche, entre guillemets, pour l'ensemble de nos équipes vendéennes, avec des déplacements très compliqués pour Plabennec et pour Châlons et le Poiret, pardon. Que ce soit à Plabennec ou à Saint-Philbert de Grandlieu. Et enfin, le petit poussé vendéen, Esnay, qui recevra Libourne qui est dans la poule de La Roche et des Herbiers et qui fait un très bon début de saison. Un mot, messieurs, alors déjà sur ce système de tirage, puisque tous les clubs vendéens n'étaient pas dans les mêmes poules avant le tirage, est-ce que vous trouvez ça dommage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? À mon avis, c'est pas plus mal. Ça ouvre justement d'autres perspectives de rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Bon, on aurait bien voulu peut-être avoir un petit tirage, contre Esnay, pourquoi pas. Mais bon, contre les Herbiers et Châlons, c'est des équipes qu'on a déjà jouées, donc nous, ça nous ouvre. Je préfère autant que ça soit dispatché de rencontrer d'autres ligues, que ce soit la Bretagne, la région parisienne ou le Sud-Ouest. Et malheureusement, dans notre tirage, on a rencontré un voisin. Voilà, un voisin, donc Saint-Philbert en lieu. Donc, comme au tour précédent, vous aviez affronté Fontenay, vous allez de nouveau affronter une équipe de votre groupe en championnat. Saint-Philbert, donc 2e au classement, équipe invaincue avec 3 victoires et 3 nuls. Rabi Zeroual, un mot sur ce tirage ? Non, c'est le tirage de Coupe de France toujours difficile à commenter avant. Le bon tirage, comme on a l'habitude de dire, c'est le tirage qui nous qualifie, qui passe. Mais après, ça va être un match, je pense, disputé. 2 équipes proches. Une très belle équipe de Saint-Philbert qui a su se renforcer cette saison. Toujours invaincu dans son championnat. Donc ça va être un match, je pense, très disputé. Une équipe que vous avez déjà affrontée en championnat lors de la 3e journée. C'était votre première défaite, 1-0. Quel souvenir vous avez de ce match, Salim Touré ? Un mauvais, on a perdu. Mais ils avaient été meilleurs ce match-là et on aura la possibilité de se rattraper en Coupe de France. Et après, au retour, quand ils viendront à la maison. Quelles étaient les particularités de cette équipe, un peu le style, la façon de jouer ? C'est une équipe agressive et qui est aussi très offensive. Ils jouent tous les coups à fond. Franchement, c'est une équipe qui lâche rien. Donc, comme a dit le coach, ce match de Coupe de France, il va être disputé. C'est plutôt un jeu direct pour une équipe comme Saint-Philbert sur un terrain qui est plus petit, non ? Non, les terrains ils font tous à peu près la même taille, mais après, sur leur façon de jouer, ils ont beaucoup évolué ces dernières saisons. C'est une équipe qui était souvent qui jouait le maintien, qui effectivement devait se battre jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée, comme c'était le cas la saison dernière. Et ils ont réussi à se maintenir, mais c'est une équipe qui a beaucoup évolué sur son projet de jeu et c'est une équipe qui joue de mieux en mieux. Et s'ils sont aujourd'hui au haut du tableau, c'est pas du hasard. Ils sont très très bien renforcés cet été. Ils ont fait un gros effort sur le mercato et puis aussi ils ont un projet beaucoup plus abouti qu'ils l'ont eu par le passé. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu l'équipe surprise du championnat parce qu'ils dominent leur match.
Non seulement ils sont premiers et invaincus, mais ils nous ont joué Laval, ils ont joué Vertou, comme nous aussi. Ils ont joué le haut du tableau et ils sont toujours en haut. Nous, on a joué le haut du tableau et on est à 10 points. Donc c'est mérité. Sur un match, il n'y a pas... ça fait 6 matchs, c'est pas beaucoup, mais tout de même. Ils sont encore en haut. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils sont sur une bonne dynamique et ils ont un projet de jeu hyper offensif, comme l'a dit Salimou, et un projet de jeu assez précis et intéressant. Si on revient cette fois plutôt sur votre équipe à vous, lors de la qualification contre Fontenay, Rabi, vous aviez dit en interview d'après-match que tout n'avait pas été parfait. Quels axes d'amélioration vous voyez pour ce prochain tour de Coupe de France et puis pour aussi le championnat de manière générale? Après, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit, mais après, il faut revenir sur le contexte. On a joué cette équipe 2 fois en 2 week-ends, Fontenay. Donc on avait fait un premier match où je pense on méritait notre victoire, où on fait un match intéressant. Et puis le deuxième match, je pense que Fontenay a bien préparé ce deuxième match en 2 semaines. Et peut-être que nous, on s'est peut-être inconsciemment reposé aussi sur cette victoire, peut-être, je dis bien. Mais toujours est-il, on a été chahuté, on a été bousculé, et puis on a été un peu poussé dans nos retranchements. Après, ce qui a été hyper positif dans ça aussi, c'est qu'on a su être solide et solidaire et amener cette équipe au penalty, et puis enfin vaincre le signe indien des tirs au but. Oui, parce que vous l'emportez au tir au but 4-2 après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Alors sur les images, vous étiez en rouge pour une fois, puisque Fontenay a évolué en bleu, et donc le Poré jouait avec le maillot rouge. On va revenir sur ce tirage au sort où vous étiez, Jean-Yves Cugnot, puisque ça se passait à Clairefontaine. Exactement. On va avoir quelques photos, donc vous en avez profité pour notamment poser avec la Coupe de France et puis les installations de Clairefontaine, c'est toujours sympathique. Exactement, c'était la première fois que j'avais l'occasion d'y aller, donc j'ai été découvrir ce beau domaine. Effectivement, il y a des belles installations. Ils ont créé un très beau pôle national. Il y a de quoi travailler sur place, avec plusieurs terrains synthétiques, hybrides, etc. RB, au moins 7-8 terrains, un centre physique. Un hôpital également pour les soins, tout ce qu'il faut pour l'hébergement. Donc c'est un très beau domaine et ça permettra en tout cas de nos équipes nationales ou des stagiaires de progresser et d'apporter des bons résultats au niveau du football. Alors, je crois pas qu'on ait vu les photos, si on pouvait passer les photos donc, de ce tirage de coupe avec donc, vous et Jean-Luc Renaudin, c'est ça? Oui, tout à fait, qui nous a accompagnés. Le club. La Coupe de France, c'est toujours quelque chose de particulier, notamment pour les clubs amateurs, et puis au Poré, il y a aussi une histoire avec cette coupe. Exactement, il y a une belle histoire avec le club du Poiré-sur-Vie. On aime bien la Coupe de France, ça fait depuis une quinzaine d'années, on a fait donc 5 32e de finale, 4 16e et un 8e de finale. Donc on aime bien la Coupe de France, nos spectateurs aiment bien ça, nos supporters, l'équipe, bien sûr les joueurs, ils sont friands de cette compétition, les partenaires, et c'est vrai que ça apporte une dynamique et au sein de tout le club. Alors on rappelle toujours cette histoire avec le PSG en 2008. C'était en 16e, en 32e de finale. D'ailleurs, Rabi était sur le terrain. Donc à la Beaujoire, 28 814 spectateurs, je crois. Donc un beau souvenir pour notre club à l'époque. Et puis on a eu des belles aventures en 8e de finale également contre Auxerre à domicile qu'on avait reçu. On s'était fait éliminer malheureusement au pénalty. Donc après prolongation à l'époque. Et puis il y a des beaux parcours, une victoire au Mans également contre cette équipe de Ligue 2 qu'on avait été battre là-bas, et puis des belles rencontres à domicile contre Strasbourg qui jouait en national. On avait éliminé également Cholet qui était en national et nous on était en R1 à l'époque, R2 même R2, donc on avait fait un très bel exploit. C'est une belle aventure humaine, et puis les gens retiennent beaucoup cette Coupe de France et on retrouve des supporters qui viennent de très rarement au match, mais quand il y a la Coupe de France, voilà, il y a une magie qui explose. Voilà, pour retrouver la magie, il va falloir passer l'obstacle Saint-Philbert, sachant qu'en cas de victoire, vous affronterez le vainqueur du match entre Provien, équipe de R1, et le Stade Lavallois, donc actuel leader de Ligue 2. On continue à parler football dans quelques instants, mais il est temps, Alexandre, de passer au premier rendez-vous sportif du week-end. Et puis on va démarrer avec donc cette rencontre qui sera la grosse affiche du week-end. Baptiste vous en a déjà parlé dans sa chronique, la 8e journée de National 2, une journée marquée par le derby vendéen, La Roche VF face aux Herbiers. Le leader, invaincu contre le 4e au classement, rencontre à suivre demain soir, pour l'heure maintenue vendredi donc à 19h au stade Henri Desgranges.
On poursuit en football toujours avec dès le lendemain, samedi, la 7e journée du championnat de National 3. Une seule rencontre finalement à domicile, c'est Châlons qui recevra la réserve des Chamois à Niortais. L'autre rencontre, Fontenelle contre Saint-Philbert, match annulé par arrêté municipal. Et puis plusieurs déplacements à noter. La Châtaigneraie, bon dernier, se rendra sur le terrain de la réserve du FC Nantes. Les Sables FCOC iront à Sablé. Et puis enfin, nos invités du Vendée pour foot se rendront du côté de Chauray. Le week-end sportif se poursuit aussi en Vendée avec du handball au menu. On jouera samedi soir la 8e journée de National 1 féminine. La Roche-Vendée Handball 4e reçoit la réserve des Neptunes de Nantes, 8e au classement, une rencontre programmée à 20h30 à la salle Omnisport. Et puis en levée de rideau, en amont de cette rencontre, à 18h30 samedi soir, l'équipe 2 avant-dernière accueille Saint-Sébastien-sur-Loire en 6e position, match comptant pour la 8e journée de N2. En volley à présent, il y a une double confrontation, double rendez-vous à domicile pour le Montaigu-Vendée Bouferré Volleyball. En N3 masculine, d'abord place à la 5e journée de championnat. Bouferré bon dernier jouera la réserve des Neptunes de Nantes, à suivre samedi soir 20h à la Halle des Sports de Bouferré. Et puis au même endroit, dimanche après-midi, les garçons laissent la place aux féminines. En N3, les Bouferréennes en position de première relégable accueilleront les Bretonnes de Vannes, actuelles 2e au classement. Rencontre lancée dimanche à 15h. Allez, d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais il est l'heure maintenant de parler cyclisme. Donc je le disais, le retour de Simon Philippot qui a la lourde tâche de succéder à Johan Jadot au poste d'expert vélo, mais on compte sur vous. Et bon voilà, on sait que les courses sont terminées, c'est l'heure de dresser le bilan. Et on va commencer avec un bilan de l'équipe professionnelle Total Energy. Effectivement, bilan de l'équipe de la saison 2023, un bilan un peu mitigé pour l'équipe Total Energy. Il n'y a pas forcément eu le nombre de victoires espérées sur la saison. Malgré tout, c'est 8 victoires et une trentaine de podiums cette année. L'équipe de Jean-René Bernaud qui n'est pas souvent passé loin de la première place, notamment sur le Tour de France. On l'a vu avec 3 podiums d'étape, 2 pour Mathieu Burgodeau, une fois 2e, une fois 3e, et 1 pour Pierre Latour, une fois 2e d'étape sur ce Tour de France. Un Tour de France plutôt réussi, ils ont été offensifs, ils ont répondu présent. Un beau Tour d'Espagne aussi au mois de septembre avec la victoire entre autres de Geoffrey Soupe, on va le revoir, c'était lors de la 7e étape à Oliva. Il a un peu surpris tout le monde, Geoffrey Soupe. Normalement c'est un équipier, un coureur de long qui travaille pour ses leaders, mais là il était très bien placé dans le dernier virage, ça permet de faire le sprint et décrocher une très belle victoire, la plus belle de sa carrière jusqu'à présent. Quelques jours auparavant, c'est son coéquipier Dries Van Gestel qui venait chercher aussi un podium lors de la 5e étape. À noter la belle saison de Émilien Genière pour sa première saison chez les pros, le petit gars de Saint-Paul-en-Parais, le Vendéen qui est allé chercher 2 podiums en début de saison sur le Tour du Rwanda et à la Tropicale Amissa Bongo, et puis une 4e place également sur le Tour d'Allemagne. Une saison qui s'est terminée plutôt bien avec un podium à domicile pour l'équipe Total Energy, c'était ça lors du Tour de Vendée, dernière manche de la Coupe de France, avec la 3e place de Sandy Dujardin qui s'est montré très offensif en cette fin de saison. On l'a vu sur les championnats d'Europe où il a fait un magnifique championnat. C'est l'un des artisans de la victoire de Christophe Laporte sur ce championnat. Bref, une belle saison pour les Vendéens. On a hâte de les retrouver l'an prochain et puis de voir aussi quel sera l'effectif de l'équipe pour 2024. Et alors quel bilan du côté du Vendée-U ? Alors Vendée-U, une saison encore prolifique, on peut le dire, avec 26 victoires au compteur. Alors c'est un peu moins que l'année dernière, mais qui avait été une saison exceptionnelle. Il termine 8e au classement de la Coupe de France, 4e au classement fédéral. Bref, une saison plutôt bonne pour les Vendéens. Le coureur qui a le plus souvent levé les bras chez eux, c'est Lucas Boniface, avec 6 victoires. Il va d'ailleurs franchir le Rubicon, puisqu'il passe chez les pros l'an prochain. On voit sa victoire à l'occasion du circuit des plages vendéennes à Saint-Georges de Pointe-Indou. Tout comme Baptiste Vadic, 4 victoires cette saison, qui lui aussi franchit le Rubicon et passe dans l'équipe Total Energy pour la prochaine saison. À noter chez eux les belles performances de Lucas Grolier, le coureur originaire de Mouilleron-Saint-Germain, auteur de 2 victoires sur la Flèche du Sud, et qui est devenu champion des Pays de la Loire également. Il a d'ailleurs eu la chance de participer au mois d'octobre au Tour de Vendée en tant que stagiaire avec l'équipe pro qui partait de chez lui à Mouilleron-Saint-Germain et qui passait devant la maison familiale. Un bon souvenir pour Lucas Grolier. Et on avait également cette saison 2 équipes vendéennes qui évoluaient en N2. Tout à fait, et on commence avec le team LMP La Roche Vendée Cyclisme qui termine 4e de la Coupe de France de National 2. Encore une belle performance pour l'équipe dirigée par Kevin Fouache. 15 victoires cette saison, dont 9 pour un coureur, Antoine Devagne, qui a été vraiment le capitaine de route de l'équipe cette année, qui a débuté avec 2 victoires. On va en revoir une sur le circuit des plages vendéennes, notamment d'une magnifique victoire à Saint-Michel-Mont-Mercure, le point culminant du département de la Vendée, victoire en solitaire. Une belle année
pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme, où il devrait y avoir pas mal de changements dans l'effectif et aussi à la direction. On aura l'occasion d'en reparler en début de saison. Et puis il y avait une autre équipe, c'est celle des Sables d'Olonne, les Sables Vendée Cyclisme. Là, les résultats ne sont pas forcément les mêmes. 5 podiums seulement cette année. Le club des Sables qui a annoncé l'arrêt de son équipe N2 pour la prochaine saison. Il n'y aura plus de formation nationale au Sables Vendée Cyclisme. C'est le cas d'autres équipes également en France. Mais alors pourquoi ? Quelles sont les raisons de ces arrêts ? Oui, c'est aussi le cas pour le Vélosport Valtais. Donc, le directeur sportif vendéen Alban Launay va partir au sein de l'UC Cholet 49. C'est le cas aussi de l'équipe de Dunkerque, de l'équipe de Chambéry ou encore de l'équipe de Sojason, l'une des plus anciennes du peloton. Il y a plusieurs raisons à ces arrêts, des questions notamment de finances et de budget, des difficultés à trouver des partenaires. C'est par exemple le cas pour la formation Sojason qui a vu son partenaire quitter le navire en fin de saison 2023. Et puis aussi un changement de stratégie des équipes professionnelles. Là où auparavant le schéma était de passer par les catégories jeunes, puis ensuite 1 ou 2 saisons en national avant de rejoindre une équipe pro. Maintenant, les formations pro créent une équipe en 3e division pro, en continentale, pour former leurs coureurs. C'est par exemple le cas d'AG2R qui a donc décidé d'arrêter sa collaboration avec le club de Chambéry, d'où l'arrêt de l'équipe, qui va créer sa conti en 2024. Alors, la saison sur route est terminée, mais maintenant, elle a laissé place à la saison de cyclocross. Oui, qui a démarré dès le mois d'octobre en Vendée. Il y avait un cyclocross le week-end dernier du côté de Chaland, remporté par Kevin Le Danois, le coureur de l'équipe Arkea Samsic, qui était quasiment à domicile, puisqu'il est originaire de la côte vendéenne. Hier, c'était Notre-Dame-de-Mont, avec la victoire d'un autre Vendéen, Valentin Guillot, pour le team donc Gevel Arti Création, devant l'un des spécialistes de la discipline, Arnold Jansson, doublé pour cette formation. Et puis, il y a un rendez-vous important ce week-end, ce sont les championnats d'Europe. C'est à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Ce n'est pas très loin, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour. Donc, c'est pour l'instant maintenu, je dis bien pour l'instant, vendredi, samedi et dimanche dans le parc de Quetros, qui est un haut lieu du cyclocross au niveau international. Néanmoins, il y a le cyclocross de la Garnache qui devait avoir lieu ce week-end, qui lui est annulé. Merci Simon, et vous reviendrez justement nous parler de cyclocross dans une prochaine émission. On va revenir au football avec nos 3 invités du Vendée Poiré Football, donc qui va jouer en championnat ce week-end du côté de Choret. On en parlait tout à l'heure, 7e journée. Un mot déjà sur ce début de saison, 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, une 4e place au classement, égalité de points avec la réserve du Stade Lavallois 3e. Que dire de ce début de saison à Miservoil ? Mitigé, comme les résultats. Voilà. Mais un bon classement tout de même. Ouais, un bon classement. Après, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. On est encore au début. Il reste encore 20 matchs à jouer et on voit que le championnat est hyper homogène cette saison. Voilà, il y a une grosse densité quand même. Et, voilà, on sait tous que le championnat va se décanter d'ici fin décembre. À nous de faire en sorte d'être dans le bon wagon à ce moment-là. Salimou, donc vous êtes votre 3e saison au Poiré, 2e en tant que capitaine. Même question, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce début de championnat ? Comme il a dit le coach, mitigé. Après, on a eu un petit passage à vide sur les 2 matchs où on a perdu contre Saint-Philbert et par la suite Laval. On a su se remobiliser, aller faire un match nul à Vertou et enfin venir gagner contre Fontenay chez nous. Donc on s'est bien repris. Comme il a dit, les équipes elles se valent et on n'est qu'au début. Faut rester encore vigilant. Faut grappiller tout ce qu'il y a. Même un petit point à chaque fois, ça nous fait du bien pour avancer. Et puis petit à petit, je pense qu'il y aura un premier wagon avec les équipes de tête et avec celles aussi qui vont jouer le maintien. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans le bon wagon pour être le plus haut. On va peut-être revoir le classement et on va refaire le point aussi, Baptiste, sur ce championnat de National 3 avec 4 descentes, une montée. Alors sachant que les 7 meilleurs 11e sur 11 groupes se maintiendront, donc encore une chance, mais bon, en gros il faut éviter ces 4 dernières places. On est un peu dans le même principe que la National 2, c'est regarder vers le haut, mais tout en pensant que on est sur une saison assez particulière où il y a encore énormément de descentes. Et de ce fait, Rabi et Salimou l'ont très bien expliqué, il faut absolument prendre des points et être dans le wagon du haut pour éviter de se retrouver un peu à jouer le maintien dans la deuxième partie de saison où on sait que c'est très très compliqué. Ça se joue à pas grand chose. L'an dernier, Saint-Philbert-Grandlieu, si je dis pas de bêtises, s'est sauvé sur la dernière rencontre.
Un petit peu grâce à nous. Parce qu'il fallait qu'on gagne aussi ce dernier match. Et on a gagné ce match contre Le Mans à la 88e. Ce qui a aussi fait que Le Mans est descendu. Oui, la fin de saison n'a pas été sereine non plus de l'autre côté. Nous, ça s'est décanté dans le dernier mois. Ouais. Mais après, avec le nombre de descentes qu'il y avait, on s'en doutait, on était prêt à ça. Comme là, quand on voit... Et c'est pareil en National 2, quand on voit le nombre de descentes, on sait que jusque dans le dernier mois, on se prépare en tout cas à lutter jusqu'au bout. Et donc il y a ce match à Choret ce week-end. Choret, équipe promue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette équipe, Rémi ? C'est une équipe qui promue, mais qui s'est beaucoup renforcée. C'est pas du tout l'équipe qui est montée la saison dernière. C'est une nouvelle équipe. Et puis une équipe qui est aussi qualifiée en Coupe de France, qui est portée par une dynamique assez intéressante. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu chez eux. Et on se déplace chez eux samedi. Donc vous voyez un petit peu la tâche qui nous incombe. Mais voilà, on y va aussi avec confiance, détermination. Nous aussi, on est sur une bonne série. On retrouve un peu des principes de jeu. On retrouve aussi des joueurs qui ont été blessés. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, non, on y va avec ambition, mais ça va être un match disputé. C'est une équipe qui allait faire un nul à Nantes, nul contre Châlons, contre des équipes expérimentées, des équipes matures du championnat. Donc ça va être un match engagé. Salimou Touré, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre équipe, sur votre groupe, ses forces, ses points forts, comment vous pourriez définir un petit peu votre équipe ? Bon, on a un très bon groupe, déjà humainement, et sportivement, entre la jeunesse, on a un mélange de jeunes qui viennent, qui poussent et qui ont envie de montrer, et de l'autre côté, on a des plus anciens qui sont présents et qui donnent des conseils et qui essayent d'amener aussi du calme quand des fois il y a des matchs où c'est compliqué, et qui nous ramènent toute cette expérience-là. Donc c'est ce mélange-là qu'on a. Des fois, la jeunesse, ça nous coûte des choses, des fois. Mais c'est ce mélange des deux qui, si je pourrais définir le groupe qu'on a, c'est ça, c'est un mélange de jeunes et d'expérimentés, et ça fait un bon mélange. Jean-Yves Cugnot, est-ce qu'il y a un objectif sportif fixé par le président à cette équipe de N3 ? Oui, bien sûr. Maintien minimum, ça, j'imagine. Voilà. Déjà le maintien, assurer le maintien le plus rapidement possible, c'est ce que j'ai dit au coach Rabi. Et puis ensuite, progresser par rapport à l'année dernière et aller chercher un top 3. Voilà. Être dans le top 3 en fin de saison, pourquoi pas. Voilà l'objectif du club. Je pense que il y a un bon groupe, il faut qu'il progresse. Voilà. Mais on a les moyens sportifs pour aller chercher, je pense. Très bien. Un mot de rink hockey maintenant, on passe à toute autre chose, puisqu'il y avait un match en retard de la 2e journée de National 1 Elite ce mercredi soir, et l'équipe de la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon, a été décrocher une belle victoire sur le terrain de Coutras, 4-2, les Lyonnais qui remontent à la 3e place au classement à 2 points du leader Saint-Omer. Et ce week-end, direction Calafell en Espagne pour le 2e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Il y aura 3 rencontres au programme donc pour les joueurs de la Vendéenne, vendredi, samedi et dimanche. On jouait également en Coupe d'Europe en basket ce mercredi soir, 4e journée de l'Eurocup féminine, et les joueuses de la Roche-Vendée Basket se déplaçaient en Pologne pour affronter l'équipe de Gdynia. Au match aller, les Lyonnaises s'étaient imposées de 7 points, 84-77, mais cette fois, les Tigresses du RVBC ont été totalement dominées par les Polonaises. Elles s'inclinent lourdement sur le score de 86-61, avec 2 victoires et 2 défaites. L'équipe de Manu Bodi est 3e au classement. Il reste 2 journées. Prochain rendez-vous à domicile le 23 novembre face aux Turcs d'Emlak Konut. Mais avant cela, les Lyonnaises retrouveront la Ligue féminine le 19 novembre avec la réception de Bourges. Et on joue également cette semaine en National 1 masculine, Alexandre. Et oui, puis on va avoir l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce classement de la N1 masculine, car on jouait mardi dans cette poule A. À domicile, les Sables Vendée Basket ont enchaîné un 2e succès de rang. Les Sablais se sont défaits de Tarbes lourde 73-67. Les joueurs de Nimétais gagnent une place par rapport à la journée précédente, vous le voyez, en 12e position. Et puis du côté du Vendée Chaland Basket, journée plus délicate, les Chalandais s'inclinent pour 2 petits points, 84-82 sur le parquet de Chartres, et une place de perdu pour le VCB qui est désormais 8e au classement. Et ces équipes de N1 de nouveau sur les parquets ce week-end. Exactement, transition parfaite pour cette 2e partie de l'agenda. En National 1 masculine, ça se poursuit vendredi soir. Le Vendée Chaland Basket reçoit la Lanterne Rouge Berck, un début de partie à 20h30 à la salle Michel Vrignot. Les Sablés qui ont enfin lancé leur saison, on l'a vu, avec 2 victoires de rang, iront eux à Rueil-Malmaison pour le compte de cette 9e journée. 2 échelons plus bas, direction la 8e journée de National 3 masculine. Samedi 20h, Chambretot reçoit la
Séguinière-Saint-Louis. Salertaine accueillera pour sa part les Normands de Caen-Hérouville. Hors des terres vendéennes, 3 déplacements enfin à Cherbourg pour l'entente Châlons-Riéville. L'association des clubs lyonnais du BCY CEPA RVBC se rendront eux à Tours. Et puis Luçon Saint-Gemme ira pour sa part à Orme. Du côté des féminines, cette fois en National 3, 7e match de la saison. Dimanche après-midi, rencontre à 15h30. 3 rendez-vous au programme. Chantonnay visera une 3e victoire de rang face à Fétia. Les Herbretaises joueront Olivet. Puis le match tentera de stopper sa série de 4 revers consécutifs face à Orvaux. Un mot de tennis de table et peut-être une 2e victoire en championnat pour la Ferrière. Les Ferriérois reçoivent Niort pour la 4e journée de National 2 masculine. Début des rencontres à 17h samedi à la salle des sports de la Ferrière. Et en course à pied, une information à vous communiquer concernant un événement qui devait se tenir samedi. La 7e édition du Red Light Vendée Trail n'aura pas lieu. D'un commun accord avec la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, les organisateurs ont choisi d'annuler ce rendez-vous compte tenu des conditions météo. Un événement qui est lui pour l'heure toujours maintenu, c'est la première édition de la Rando Aignon. Plusieurs disciplines cyclo au programme, du vélo de route 50 ou 90 km, du VTT avec la 5 parcours, 2 circuits de gravel, 3 distances de marche également, 8, 13 et 17 km. Lancement des différentes épreuves, ce sera dès 8h ce dimanche depuis la maison de quartier Vallée Verte à La Roche. Et enfin on termine avec un rendez-vous à suivre du côté de la Mairet-Thiais. C'est le championnat de France individuel de palais, record de participation battu déjà avec plus de 500 licenciés venus de toute la France. Début de la compétition, et bien ce sera samedi matin dès 8h30 au complexe sportif de la Mairet-Thiais. Et ça sera bien maintenu malgré la météo. Merci Alexandre. Autre rendez-vous dès ce vendredi, nouveau numéro de Visage du Sport sur TV Vendée, numéro consacré à un pilote automobile spécialisé dans la course de côte. C'est Gilbert Pénaud, basé à Bournezeau, et Bournezeau bien connu pour sa course de côte. Gilbert Pénaud qui participe au championnat de France de la montagne. Voici la bande-annonce de ce Visage du Sport. Alors le sport automobile est venu d'une façon très simple, c'est que la course de côte de Bournezeau existe depuis environ, je pense, 40 ans. Et quand j'étais jeune, eh bien, j'ai assisté à la course de côte de Bournezeau et depuis, j'ai pris le virus de la course de côte. Ce qui m'a plu dans la course de côte, je pense que c'est les bruits, c'est les odeurs, c'est une kermesse. C'est du sport automobile mais tout en restant proche des gens et abordable et avec une communication encore avec les gens. D'autres sports automobiles, il n'y a pas cette communication avec les gens, alors que là, on la retrouve très facilement. Voilà, Visage du Sport à partir de ce vendredi. Allez, on termine cette émission avec le quiz. Comme à chaque fois, Alexandre, nous avait concocté quelques petites questions pour nos invités et nos chroniqueurs. Exactement, des questions football et puis un petit peu cyclisme quand même, hein. On va pas oublier Simon. Alors, si je vous donne une date, on en a un petit peu parlé dans cette émission, si je vous dis le 2 février 2008, est-ce que ça rappelle des souvenirs à nos invités ? 16e de finale Coupe de France. Exactement, on l'a dit. Contre le PSG. Contre le PSG, qui était le 4e, donc 16e de finale de votre club. Alors, si on parle d'une autre date en Coupe de France, on en a parlé depuis le début de cette émission, février 2015, le Poiret est en 8e de finale de la Coupe de France, face à Auxerre, qui a égalisé à la toute fin sur penalty. Est-ce que ça fait un partout ? Un partout. Qui est le buteur ? Loïc Dufaux. Loïc Dufaux, bonne réponse. Loïc Dufaux, exact. Une défaite 5-6 ensuite face aux Bourguignons. Alors, autre question. Quel ex-joueur du Vendée Poiret Foot a participé à une Coupe du Monde de football ? Richemont Forson. Richemont Forson, voilà, donc en 2006. Avec l'équipe du Togo. C'est trop fort. J'avais préparé des indices pour vous, mais même pas besoin. Il a joué contre l'équipe de France. Exactement, victoire 2-0 de mémoire de l'équipe de France. Il avait 26 ans à l'époque, votre joueur. Alors, Simon, attention, on va se concentrer. On cherche un coureur cycliste qui est originaire du Poiret-sur-Vie, qui a joué d'ailleurs aussi au Vendée Poiret Foot en loisir, et qui a intégré il y a un an le CREF, qui est le centre régional d'entraînement et de formation cycliste des Pays de la Loire. Il a intégré il y a un an. Il est aujourd'hui licencié au Vélo Club Essartais. Simon a l'air de caler. Pas si facile. Rami a l'air d'avoir Je le laisse sur la langue en plus. Oui, Noah ? tout à fait. Oui, C'est pas Noah, non. Allez, ça sera la dernière question. Oui.
Son père est journaliste au Journal du Bayonnais. Chez les cadets, si je vous dis Gaspard. Gaspard Puo. Puo, exactement. Voilà, il a joué chez nous en Qui a jeune. participé aussi au dernier chrono des nations. Voilà. On va devoir s'arrêter là, puisqu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne saison à vous. Donc, déplacement à Choret ce week-end et prochain match à domicile le 11 novembre face à Saint-Nazaire. Merci Simon, merci Baptiste et bravo pour cette première. Merci Alexandre. On vous retrouve lundi matin dans la matinale pour le Journal des Sports. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous.